You can't beat up. Il y a peu, le producteur Schkid a publié la vidéo d'un entretien avec Isha, pour nos confrères de Yard. Derrière cette vidéo, un grand chantier visant à libérer la parole autour des troubles mentaux et de leurs manifestations au sein du rap. Cette vidéo fait elle-même suite à un article rédigé par Schkid sur la santé mentale dans le rap US. Le projet va donc bien plus loin et je ne peux que vous inviter à suivre Schkid pour en savoir plus sur ce qu'il met en place avec son équipe. Encore plus récemment, j'ai reçu ce message. J'ai voulu réécouter Pièces détachées et puis j'ai repensé, ouais, t'as 40 ans, arrête de dire que t'as du mal à t'attacher, c'est bon maintenant. Alors, c'est marrant, mais dans l'album qui comporte le titre Pièces détachées, Gringe parle ouvertement de ses troubles. Et c'est finalement pas le seul. Pause. On a mis en ligne 4 nouvelles playlists sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller prêter une oreille après cette vidéo, le lien est en description. Il y a un an sortait le l'EP commun de Sheldon et Sanka, Bateau Bleu. Au-delà d'être un très bon projet, le titre Asperger a retenu mon attention. On y décèle une façon de se livrer pour Sheldon, visiblement atteint de ce trouble du spectre autistique, surtout lorsque c'est mis en parallèle avec le titre Tertian, sorti en 2015, et dans lequel il parle également de son rapport à ces troubles du développement. Bon alors, cette longue introduction, elle m'amène à un questionnement. Comment les artistes, avant tout des humains, sujets aux mêmes pathologies que le commun des mortels, et oui, viennent à parler de leurs troubles de l'esprit? C'est visiblement pas un cas isolé, cela donne parfois lieu à un écho auprès de l'auditeur, qui tend par exemple à apprécier la dimension dépressive de certains univers musicaux, mais c'est aussi souvent placé de manière discrète. Faisons le tour de la question, si vaste, qu'on va au moins tenter une première approche dans cette vidéo. Bon, déjà c'est un sujet bien plus présent qu'on ne le pense. Comptez le nombre de fois où le mot démon revient dans des morceaux de rap. Alors, même si le terme est polysémique, on y retrouve bien les démons d'un point de vue religieux, ce qui amène au vice, mais il y a aussi un rapport à la démence et aux troubles psychologiques, comme le dit Némir dans son dernier album. J'entends mes démons, c'est la démence. Luigi disait lui aussi ceci. J'ai des vieux démons et je sens qu'ils veulent se venger. J'ai des vieux démons, je les entends manigancer. Bon, la transition elle est toute trouvée justement avec Luigi qui entretient un rapport étroit avec le trouble dépressif dans son dernier projet. Que ce soit d'ailleurs lui le premier concerné ou son entourage. Le son système en est un bel exemple. Dans la manière de décrire l'infidélité et ce que cela a pu engendrer chez sa meuf, mais aussi sur ce que le traumatisme a suscité chez lui directement. Mon cauchemar est si réel et ça me tape sur le système. Par ailleurs, quand on parle de la dimension psychologique au sein du rap, c'est peut-être bien la dépression qui vient le plus facilement en tête. Lord Byron, poète britannique du XVIIIe siècle, disait d'ailleurs « Nous autres de la création sommes tous fous. Certains sont affectés par l'allégresse, d'autres par la mélancolie, mais tous sont plus ou moins malades. » Bon, après, Byron était réellement malade. Il était passionnément amoureux d'Augusta, sa demi-sœur, et après avoir commis l'inceste avec elle, il était incapable de voir l'amour autrement qu'avec celle-ci. On retrouve même un système auto-érotique dirigé vers Augusta. En l'aimant elle, il devient alors capable de s'aimer lui-même et de s'accepter. Il y a tout un processus narcissique qui va encore bien plus loin quand il donne à la fille qu'il a avec son épouse le second prénom de sa demi-sœur. Mais c'est pas vraiment le sujet du jour. La figure de l'artiste dépressif est donc largement représentée. L'art et son expression peuvent réellement servir de thérapie pour bon nombre de personnes en souffrance. Cet aspect thérapeutique explique dans une certaine mesure pourquoi le trouble dépressif se retrouve autant en musique au sein du rap et parfois même mis en image. Alors la passion de la musique, oui, satisfaire les fans, oui, mais il y a aussi souvent la volonté de trouver une échappatoire, un exutoire. Par ailleurs, la volonté de se servir de l'art comme d'une thérapie n'est pas incompatible avec la volonté de satisfaire les fans. Penchons-nous un instant sur le cas de Nekfeu. Il le dit dès son second album, dans Mauvaise Graine. À 16 ans, j'ai dû voir un psy. Alors ça peut sembler surprenant qu'un rappeur ose en parler et l'affirmer, c'est très personnel, mais ça fonctionne dans la mesure où la relation que Nekfeu construit avec sa communauté lui permet de se livrer. Alors qu'en société, c'est encore assez tabou. Dans l'inconscient collectif, il a encore pensé que si jamais tu vas voir un psy, bah c'est parce que t'es taré, alors que pas du tout. Plus tard, dans le film documentaire accompagnant la sortie de son dernier album, Les Étoiles Vagabondes, il dit ceci. Je parle de, par exemple, j'ai une peine de cœur, tout le monde a des peines de cœur. Je veux chercher ce qu'il y a d'universel là-dedans, tu vois. Et souvent, le plus universel, c'est des trucs super précis et personnels, en fait. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Alors, globalement, cet échange entre Nekfeu et Dooms traite de la dimension thérapeutique dans la création artistique. Nekfeu admet lui-même que ça peut parfois être égoïste, mais ce qui ressort ici, c'est la volonté de faire de la musique et d'y mettre des éléments universels. Outre le fait que ça plaise à tous les dépressifs mortis, ça accentue surtout les phénomènes d'identification. Alors Nekfeu est talentueux, c'est indéniable. Mais ce tel succès ne s'explique pas uniquement par la qualité de ses rimes ou des flots employés. Ouah, il est tellement technique, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est incroyable. Machallah. La relation qu'il entretient avec ses fans et son public joue un rôle important. On le voit dans le documentaire justement, et on comprend même en musique, c'est ce qu'il cherche à retranscrire au maximum. Et cette dimension thérapeutique, elle répond à plusieurs éléments. Écrire amène déjà un rapport à la création. Ce processus créatif peut aider à faire face à un traumatisme.
quel qu'il soit d'ailleurs, par exemple ce qui est source de dépression. Il permet aussi de matérialiser ce dit traumatisme entre guillemets, et donc le processus créatif ramène cette personne à sa propre existence. Par ailleurs, pour certains artistes, il peut s'avérer compliqué de mettre en mots certains problèmes. Le silence est un moyen de se retrouver pour l'artiste, se ressourcer, faire face à ses mots, et pour retrouver de l'inspiration aussi. Ce qu'on peut donc mettre en parallèle avec Nekfeu, mais aussi avec Luigi justement, qui a mis du temps avant de sortir son premier album. Et d'ailleurs, quand on demande à un artiste pourquoi il a mis autant de temps entre deux projets, sa réponse, ça sera souvent... Sincèrement, 2 ans là, c'est le temps qu'il m'a fallu pour préparer le projet. Donc voilà. Il y a eu un peu de branlette au début. Et justement, si on pense à PNL par exemple, on comprend bien que c'est là où la vie les a emmenés après Dans la légende, qui a permis de construire un projet aussi riche que de frères. L'idée, ça va donc être de penser. L'action de penser, elle va permettre de faire naître dans l'esprit quelques idées, mais aussi de voir ce qui est ressenti concrètement par l'artiste. Au quotidien, c'est parfois compliqué de réellement se pencher sur ce qui va et surtout sur ce qui va pas, et c'est le cas pour tout le monde, pas juste de Nekfeu. Alors, cette action de pensée, elle fonctionne uniquement dans l'imagination de l'auteur. Le public, il n'y a pas accès. L'auteur est dans une situation de mutisme, à la fois musical, où il sort pas de morceaux, mais aussi souvent médiatique, comme encore une fois l'exemple de Nekfeu, ou même de PNL justement. Ce rapport au silence et le temps qui est pris permet à la pensée de se développer, de réellement se créer dans l'esprit de l'artiste en question, et c'est ce qui est pensé et imaginé qui finit par se retrouver sur papier, développé avec des mots et mis en musique. Ce sont ces mots qui tendent à rendre visibles les troubles de l'artiste auprès du public et qui lui permettent alors de trouver l'universalité dont il était question au début. Écrire, c'est un processus créatif qui donne du sens à la souffrance, pour certains artistes en tout cas. Cette écriture se partage et est dirigée vers les autres, mais avant tout pour soi. Niala Chidiac, j'espère que je l'ai bien dit, qui est docteur en psychopathologie, dit d'ailleurs qu'il s'opère une réconciliation entre le moi intime et le moi public. Quand elle parle du moi public, c'est le moi visible à tous. Mais finalement, ça fonctionne aussi avec la communauté de l'artiste. Cela renforce le lien entre le rappeur et son univers. Ça lui redonne de l'importance au travers de l'art, alors que le traumatisme ou les difficultés liées par exemple à la dépression, encore une fois, peuvent donner à l'artiste la sensation d'avoir moins de valeur dans ses propos lorsqu'il va créer un album. Bon, maintenant revenons sur celui qui a amorcé l'écriture de cette vidéo, Gringe. Artiste et humain très anxieux de base, on retrouve dans l'album Enfant Lune un tas de phases qui traitent des différents troubles qu'il peut avoir et qu'il arrive à reconnaître. D'ailleurs, je vous conseille fortement le podcast de Nouvelle École avec l'artiste. Il s'y livre énormément et c'est intéressant de creuser sa psychologie et la construction du projet. Encore une fois, c'est en description. Le titre Pièces détachées traite donc de son incapacité à s'attacher aux gens, une perception biaisée dans la relation sentimentale, et ce titre prend naissance en lien avec l'abandon de son père. Le père, ou plutôt la figure paternelle, étant importante dans le développement de l'enfant. Bon, on va pas non plus construire cette seconde partie de vidéo sur le complexe d'Oedipe selon Freud, mais voyons quand même quelques points. La relation avec le parent de même sexe, ici le père dans le cas de Gringe, est importante dans la mesure où elle amène la capacité du rejet. Rejeter le père pour mieux aimer la mère, prendre la place du père et être aimé par la mère. Et il y a également l'idée d'identification aux parents du même sexe, ou à la figure paternelle correspondante. Que cette théorie plaise ou non, il est intéressant de noter en quoi, dans le cas d'un couple hétérosexuel, ces figures parentales différenciées ont une réelle place pour le développement de l'enfant. En cas de père absent et sans substitution de figure paternelle, la construction de l'enfant de même sexe présente moins de conflits internes entre la mère et le père. Cela fonctionne d'ailleurs jusqu'à la 6e année environ, où l'enfant devient capable d'intérioriser les enjeux sociaux et ce qui est moralement autorisé ou ce qui est un peu plus tabou, comme l'inceste donc. Mais pour revenir plus concrètement sur le cas de Gringe et sur le morceau de Pièces détachées, l'abandon du père amène en lui des questionnements. Les plaies étant visiblement encore ouvertes, on comprend qu'il vit la situation comme réellement handicapante dans la façon d'appréhender la relation à l'autre. Mais c'est aussi le cas sur sa construction en tant qu'homme, sans modèle pouvant concrètement l'appuyer. D'ailleurs, dans la société occidentale, la figure paternelle est aussi souvent une figure d'autorité. Dans le développement de l'enfant, l'autorité exercée par un tiers, donc ce que cet autre autorise ou non, est une première forme de morale pour l'enfant, avant que celui-ci intériorise ceci et sache de lui-même ce qui est moralement accepté ou refusé. L'absence de cette figure d'autorité peut alors gêner le développement du gamin. Bon, beaucoup de rappeurs parlent de leur relation avec leur père. Beaucoup de rappeurs parlent de père absent. Ce qui est intéressant avec Gringe, c'est que lui, il parle des séquelles que ça a pu lui laisser. Des plaies, de l'aspect un peu traumatisant de la chose, et surtout de ce que ça a pu occasionner sur son développement, et il sent parfois pas complet. Il dit qu'il a parfois peur d'être comme son père, que sa mère lui dit qu'il est comme son père, ça crée quelque chose de très anxiogène pour lui, on le sent et il en parle ouvertement. D'autres rappeurs décident parfois d'utiliser plus la haine, ce qu'ils peuvent reprocher par exemple à leur père, qui ont abandonné leur mère assez tôt dans le développement de l'enfant justement. Il n'y a finalement pas un mode de pensée, pas une façon de parler des pères absents, et on reviendra peut-être dessus dans d'autres vidéos justement. Et justement en parlant d'autres vidéos, c'est la fin de celle-ci, car pas réellement de conclusion.
Il y avait une problématique au début, et on n'y répond pas, pour la simple et bonne raison que Rap et Psycho 2 est déjà en préparation. Je vais logiquement parler de Desporuti, de Gizmo ou encore d'Isha dans cette vidéo, puis je me suis rendu compte que ça commençait à faire vraiment trop. Donc du coup, n'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode, et à dans 2 mois pour Rap et Psycho 2, pensez à vous abonner, et lâchez plein de commentaires, plein de j'aime et plein de toutes ces conneries. A très vite. Tchuss.